Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Xbox, gros sous et Windows évidemment. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 février 2021 et c'est l'épisode 200 de Lifetile. Alors ce soir pour cet épisode, j'ai deux habitués avec moi, j'ai Cassim et Florian. Salut Cassim. Salut, bonjour à tous, 200, ça rajeunit pas. Non, ça rajeunit pas, hein, ça rajeunit pas. Ah là là, toi ça te fait quoi à peu près 150 épisodes au compteur ? Ça doit être quelque chose comme ça, bah forcément quand on est passé un temps en hebdomadaire, là, ça accélère un peu, donc bon c'est un peu triché. Un petit peu, ouais. Et à côté de toi, donc nous avons notre Flobo. Salut Florian. Salut, ça va Ça va. Moi ça fait une certaine parce que je pense que c'est juste après l'épisode 100 que j'ai commencé à venir très régulièrement. Avant je venais ouais, mais t'étais déjà venu avant en invité. On a tous commencé comme invités. C'est ça, c'est vrai, mais tu as raison, tous les trois nous avons commencé comme invités avant de garder la maison au bout de la 10e année. Bon allez, je crois que pour cet épisode on peut vous rappeler que si vous voulez soutenir le podcast, le mieux c'est quand même d'en parler et de partager les épisodes lorsqu'ils sont diffusés. Si vous voulez également nous soutenir, il y a le Patreon qui est toujours disponible, donc patreon.lifetile.fr, et vous avez également le PayPal si vous voulez, je sais pas, nous donner de quoi se payer un café, voilà, donc paypal.lifetile.fr, mais surtout partagez les épisodes et n'hésitez pas à parler du podcast et à nous poser des questions aussi, parce qu'on peut quand même vous répondre, que ce soit sur la chaîne YouTube où il y a des questions. Bon, il y a beaucoup de bots ces jours-ci qui laissent des messages complètement inutiles. Je sais pas ce que t'en dis, Florian. Je sais pas si tu regardes d'ailleurs. Ouais, c'est bizarre, mais je crois que c'est des bots, ça, non? Oui, c'est des bots, ouais. Voilà, et puis sinon, n'hésitez pas sur le Twitter de Lifetile Podcast, vous pouvez nous poser vos questions par rapport à l'actu ou à vos demandes sur des fois des tutos, des petites choses que vous ne savez pas forcément faire. Et bon, on peut vous aider pour ça. Voilà. Allez, je ferme la parenthèse et puis je vous propose de passer avec un gros sujet. Hop, on va parler Xbox et jeux. Alors pour commencer, Cassim, la dernière fois, il y a 15 jours, on avait parlé d'une actu où on a pas mal critiqué Microsoft en disant qu'on ne comprenait pas du tout pourquoi Microsoft se permettait d'augmenter le prix du Live Gold, le service qui permet de jouer en ligne sur les consoles Xbox, alors que les concurrents font ça de manière gratuite ou quasi gratuite. Et Microsoft a rétropédalé, Cassim, donc tu pourrais peut-être nous redire un petit peu ce qu'il en est maintenant suite à ce rétropédalage. Oui, c'était le lendemain de l'enregistrement et de la diffusion de l'épisode. Ils ont très très vite reculé parce que les gens étaient pas contents, je pense à juste titre, je pense qu'ils s'en sont vite rendus compte. Tu m'étonnes. Donc ils ont tout de suite annulé l'augmentation de prix quand même qui des fois dans certains pays allait jusqu'à doubler le prix, c'était le cas aux États-Unis. Donc ils l'ont tout de suite annulé. Et puis ils sont allés un peu plus loin que ça pour vraiment calmer la colère. Ils ont annoncé que dans l'année plus tard, il y aurait le passage en gratuit du jeu en ligne pour les free-to-play. Donc effectivement c'est ça qui était que les autres faisaient déjà, c'était sur PlayStation et sur Switch, pour jouer à un jeu free-to-play en ligne, tu n'as pas besoin de payer un abonnement. Ce qui semble logique quand même. Ce qui semble plutôt logique parce que c'est des jeux free-to-play et que voilà, c'est un peu bizarre. Surtout quand tes concurrents le font, au bout d'un moment t'es un peu obligé de t'aligner. Surtout quand le jeu le plus populaire au monde c'est Fortnite et c'est un free-to-play justement. Ça veut dire très concrètement que les gens étaient avantagés financièrement s'ils allaient acheter une PlayStation plutôt qu'une Xbox. C'est quand même se tirer un peu une balle dans le pied quand tu es en plus le challenger du marché. C'est clair. Donc c'est pour le coup Microsoft la news initiale était clairement à Microsoft de 2013 qui revenait, on n'avait pas trop compris pourquoi. Le fait d'avoir aussi vite réagi et aussi bien réagi, ça par contre c'est plutôt positif. Et donc c'est très bien qu'ils aient aussi vite réagi.
Je sais pas dans quelle mesure ils avaient anticipé la levée de bouclier et qu'ils s'étaient préparé une solution de secours. Pas totalement, parce que c'était quand même une annonce faite le vendredi après-midi. Et là, même pour les Américains, ça s'est fait dans la nuit de vendredi à samedi, le retour en arrière. Donc, je pense pas qu'ils avaient très envie de travailler le week-end chez Microsoft. Donc, je pense pas qu'ils avaient tout prévu à l'avance. Je ne crois pas à l'hypothèse. Mais par contre, c'est sûr que à la base, c'était une mauvaise nouvelle. Ils ont quand même réussi à calmer le truc. Et aujourd'hui, là, on est, je crois, 2 semaines après, quelque chose comme ça. Quasiment. Je vois plus personne n'en parle vraiment. Je pense peut-être que dans les guerres entre deux clochers, entre fanboy PlayStation et Xbox, peut-être que ça en parle encore. Mais j'ai l'impression que globalement, Microsoft a réussi à très rapidement contrôler la situation, quoi. Ok Cassim, merci beaucoup. Bon, moi le seul truc que je trouve dommage, c'est que Microsoft n'ait pas annoncé l'arrivée imminente des jeux en jeu en réseau gratuit, des free-to-play. J'aurais trouvé que c'était quand même vachement bien. On a une idée du temps qui va être nécessaire avant qu'on arrive à la gratuité de jeux des free-to-play ? Pas vraiment. À la base, en fait, des bruits de couloir qu'on avait, c'était en travaux d'annoncer ça, ouais. Mais c'était prévu pour la fin de l'année. Maintenant qu'ils ont été obligés de l'annoncer beaucoup plus tôt que ce qu'ils avaient prévu à la base, on ne sait pas si ça va faire avancer le calendrier ou pas, ou s'ils vont quand même rester sur cette fin d'année prévue. Je pense que ça, c'est pas qu'une question tarifaire, c'est que derrière, je pense que ça implique beaucoup de complications pour savoir. Par exemple, je pense à un jeu qui s'appelle Rocket League, qui était à l'origine payant et qui est devenu free-to-play. D'accord. Est-ce que dans le store de Microsoft, dans la base de données, est-ce que c'est bien référencé que c'est un free-to-play maintenant ? Est-ce que, sans faire exprès, par exemple, s'il passait du jour au lendemain, le Live Gold en gratuit pour les jeux en free-to-play, est-ce que Rocket League, par exemple, serait pas dans les exceptions ? Je pense que c'est tous ces cas un peu particuliers que Microsoft va être obligé de traiter, et je pense que c'est ça qui demande du temps aussi de développement. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Bon, Florian, tu veux réagir là-dessus ? Ouais, non, je veux juste dire quand même que c'est quand même étonnant que personne chez Microsoft a anticipé, enfin, s'ils n'ont pas anticipé vraiment la réaction du public, c'est quand même un peu bizarre, hein, je veux dire, c'est un peu... Enfin, comment ils pourraient ne pas anticiper ça ? Moi, ça me paraît impossible. À une époque d'Internet, on n'est pas à l'époque 1990 quand ils pouvaient faire ça le soir chez eux sans que personne n'en parle. C'est étonnant. C'est clair. Je sais pas, t'as une réponse, Cassim, là-dessus ? Mais enfin, je pense que c'est quelque chose à quoi on n'aura jamais de réponse. Non, c'est quelque chose qu'on avait abordé dans le dernier épisode déjà quand on comprenait pas vraiment la situation. Et je crois qu'on n'aura pas beaucoup plus de réponses. Il y a Phil Spencer qui s'est exprimé, donc le patron de Xbox, qui s'est exprimé sur le sujet sur Twitter en disant que la situation leur servira de leçon et qu'ils apprendraient de tout ça. Mais je vois pas trop ce qu'il y avait à apprendre du fait que les gens n'avaient pas envie de se faire doubler le prix de leur abonnement en pleine pandémie et en pleine crise d'économie. Je vois pas trop. Il y a eu par contre, il y a eu un excellent édito là qui me vient à l'esprit qui répond un peu à ça de Windows Central, qui montre que en fait Microsoft en interne se sert énormément de data pour prendre ses décisions stratégiques et des fois oublie un peu de mettre de l'humain dans leurs décisions. Ça se sent. Il y a plusieurs journalistes qui ont émis l'hypothèse que c'était peut-être quelqu'un qui avait un peu trop fixé son tableau Excel pendant trop longtemps, qui a regardé les courbes de Live Gold et de Game Pass, qui s'est dit comment on peut faire pour accélérer la transition de Live Gold vers le Game Pass. Si on augmente de temps le Live Gold, les gens seront psychologiquement plus amenés à souscrire au Game Pass, et qu'ils sont vraiment basés sur les données brutes, et ils ont oublié de penser à la réalité humaine, quoi, de leurs décisions. C'est un peu des fois ce qui pose problème avec Microsoft dans leur façon de prendre des décisions, et ce qui des fois nous paraît, du coup, on a l'impression que ils découvrent la vie quand ils annoncent leur truc et que les gens sont pas contents, quoi, des fois. Oui, c'est ça, ils ont oublié qu'il y avait quelque chose en dehors de chez Microsoft. Bon, allez, on continue avec une actu jeu vidéo. Cassim, alors cette fois-ci, vous avez entendu parler, c'était au mois de septembre-octobre, que Microsoft allait manger Bethesda. Alors Bethesda et son studio mère, c'est quoi, Zenimax, merci. Bien, des rumeurs a priori sérieuses nous parlent de Microsoft qui devrait racheter un studio au moins aussi important que Bethesda. Tu veux dire que Microsoft va racheter EA tout court ? Non, je déconne. EA, je ne sais pas, tout est possible. Oui. On ne sait plus à quoi s'attendre. Déjà, Zenimax, Bethesda, c'était quand même une sacrée surprise. Ça s'élevait quand même à 7,5 milliards de dollars.
Donc clairement, ça a créé un peu un séisme dans l'industrie. Et depuis, ça s'accélère, l'industrie se concentre. Il y a énormément de rachats en ce moment. Là, ne serait-ce que cette semaine, il y a eu les développeurs de Borderlands, donc Gearbox, qui se sont fait racheter par un groupe européen. Donc tout ça, voilà, les entreprises indépendantes commencent à se faire racheter. Et Microsoft, notamment, est très vorace et a toujours dit qu'il voulait continuer les rachats, malgré Bethesda qui va quand même leur amener... ils vont accumuler au total 23 studios quand même de jeux vidéo déjà. C'est énorme. Mais ils vont continuer sur leur voie. Alors sur le sujet Bethesda, pour rappel, c'est pas encore finalisé, ce sera dans les prochains mois. Par exemple, l'Union européenne va en parler en mars et va se décider en mars d'autoriser ou non le rachat et de donner peut-être des conditions à Microsoft pour ce rachat. Donc ça c'est normal pour des rachats aussi importants. Et donc pour se reconcentrer sur cette rumeur de rachat, en fait Microsoft serait en discussion actuellement avec un studio pour un rachat, et ce serait un studio de la taille, le rachat serait du calibre de ce qui s'est passé avec Bethesda. Donc on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'est un éditeur qui aurait plein de studios comme Bethesda l'avait, ou est-ce que c'est que Microsoft veut mettre toujours 7,5 milliards de dollars? On ne sait pas trop. Alors la source de cette rumeur, elle n'est pas forcément très... J'ai pas envie de dire très fiable, mais c'est très précise. C'est un compte sur Internet qui a été repris par un compte Twitter qui a lui-même dit que ses sources le confirmaient, mais sans qu'on puisse vraiment lui porter beaucoup de crédit. En revanche, si on en parle, c'est parce qu'il y a Brad Sams, donc qui est un journaliste de Forward.com qu'on a déjà cité plusieurs fois dans l'émission. Très souvent, et qui est quand même, lui, plutôt très bien renseigné d'habitude. Voilà, et il y a quelques jours, il avait parlé que l'industrie allait continuer de faire des acquisitions, Microsoft et d'autres allaient continuer les rachats, et quelqu'un lui a demandé sur Twitter, est-ce que c'est ça dont tu parlais, en parlant de cette rumeur d'un rachat de la taille de Bethesda? Et il a répondu avec un emoji assez significatif qui dit en gros oui, c'était ça. Et en réponse à un autre tweet derrière, il dit que il veut pas s'avancer parce que ce genre de choses est très compliqué évidemment, et que c'est le genre d'accord de négociation qui peut aboutir la semaine prochaine, dans un an ou jamais. Et oui, on a appris que Bethesda, ils avaient mis quasiment 3 ans de négociation avant de finaliser le rachat. C'est ça. C'est ça, donc c'est vraiment des négociations qui sont longues forcément. Ça englobe beaucoup d'employés, beaucoup de licences intellectuelles aussi. Donc tout ça est très complexe. Puis souvent il y a plusieurs acteurs qui peut-être veulent se lancer. Je crois que Sony par exemple, ce serait pas étonnant qu'ils aient enchéri avant le rachat de Bethesda. Ouais. Donc d'ailleurs pour le rachat de Gearbox, donc le développeur de Borderlands que j'ai évoqué plus tôt, a priori Microsoft était aussi sur le coup. Mais ils n'ont juste pas voulu mettre autant que l'éditeur européen qui les a rachetés. Donc finalement, ça s'est pas fait, mais comme quoi, voilà, ils sont un peu sur tous les coups. Du coup, ce qu'il faut retenir un peu de tout ça, surtout, c'est pas tant que la négociation est en cours actuellement, je trouve, puisque comme dit Brad Sam, ça pourrait ne jamais se faire au final, le truc peut tomber à l'eau. Tomber à l'eau. Donc, faut pas compter là-dessus précisément, mais c'est plutôt le fait. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est le fait que si on imaginait que la négociation aboutisse, ça veut dire que Microsoft est prêt à ce que cette négociation aboutisse, donc ils sont prêts à faire un autre achat quand même de la taille de Bethesda. Donc c'est-à-dire qu'on savait qu'ils étaient prêts à faire des rachats supplémentaires, mais on ne savait pas forcément de quelle envergure. Oui, quelle mesure. Et là, ça montre, selon moi, c'est ça qui est le plus crédible et le plus sourcé en fait dans toute cette histoire, c'est le fait que Microsoft soit... encore volontaire pour faire des rachats de la taille de Bethesda, donc encore mettre sans doute plusieurs milliards de dollars pour renforcer sa structure jeux vidéo, quoi. Ouais. C'est vrai qu'à une époque, avec l'arrivée de Satya Nadella et la fermeture de tout ce qui était grand public, en moment, on a craint pour la filière Xbox. Et finalement, quand on voit l'investissement actuel, c'est vrai qu'on se dit que Xbox, a priori, il n'y a pas de raison que ça ferme. Là... Non, clairement pas. Puis en plus, c'est intéressant, je trouve, à mettre en vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment chez Google et Amazon. Donc cette semaine, il y a Google qui a annoncé qu'ils fermaient leur studio interne pour Stadia, leur service de cloud gaming. Et puis on a eu un article de presse qui a enquêté, c'est Bloomberg qui a enquêté sur
sur Amazon et la branche gaming de Amazon, Oui. où en fait on apprend que pour le coup Amazon a voulu mettre le budget pour ses studios internes pour qu'ils puissent développer leur jeu, mais en gros on leur a dit on veut des succès de la taille d'un Call of Duty par exemple, on veut à la fois en même temps que ce soit des jeux qui n'aient jamais été vus avant et complètement originaux quoi. Donc c'est un peu le cahier des charges Infaisable. un peu incroyable, infaisable, et du coup justement Amazon va un peu nulle part avec leur branche gaming. Donc je trouve que ça, malgré pour le coup de la bonne volonté en termes de budget etc, hein, mais apparemment ils vont nulle part, notamment le mec qui s'en occupe de la branche gaming apparemment ne veut pas à recruter des vétérans de l'industrie, mais ne veut pas les écouter en gros quand ils demandent de faire des choix stratégiques quoi. Donc, et il en fait un peu qu'à sa tête apparemment. D'accord. Et tout ça pour dire que Microsoft a quand même une place un peu unique sur ce marché, en étant à la fois un géant de la tech, comme Google et Amazon, et en même temps un historique du jeu vidéo depuis Windows jusqu'à Xbox, Age of Empires et tout. Enfin, c'est des historiques de l'industrie quoi maintenant. Donc ils ont un peu un pied dans les deux mondes. Dans les deux mondes, intéressant. Ouais. Ok. Bon, mais je crois qu'on va enchaîner parce que sinon on va perdre notre Florian qui est parti pour faire une petite sieste là. Allez, on va continuer cette fois-ci. Bon, Cassim, on reste sur le jeu vidéo, mais une petite info rapide. On est au mois de février, donc février ayant débuté, de nouveaux jeux arrivent sur le Game Pass, j'imagine, et peut-être que d'autres en partent. Tout à fait, il y a des, comme d'habitude, comme toutes les 2 semaines, il y a une fournée de jeux qui arrivent sur le Game Pass. Alors pour cette fois-là, il n'y a pas des gros jeux non plus, on va passer très rapidement dessus. Il y a Final Fantasy XII qui est important à mentionner parce que Microsoft avait promis que toute la gamme Final Fantasy arriverait dans le Game Pass, et ça a un peu tardé, les gens s'étaient un peu inquiétés en début d'année parce qu'ils avaient surtout promis ça pour 2020 et tous les Final Fantasy n'étaient pas arrivés. Ils avaient dit qu'ils continueraient à les ajouter en 2021. Bon bah voilà, Final Fantasy XII arrive. Il reste plus que la trilogie Final Fantasy XIII et la duologie Final Fantasy X à intégrer. Normalement, on a à peu près la collection complète. Il n'y a pas le 15 qui sort justement du Game Pass par contre ? Alors le 15 est sorti du Game Pass effectivement. Oui, le mois dernier je crois. C'est ça. Après il y a... je voulais rapidement mentionner Project Winter qui est un concurrent de Among Us, le jeu phénomène, et The Falconeer qui est un jeu où on joue un oiseau chasseur, et en fait ça se veut comme un concurrent des jeux d'aviation un peu, ou des jeux de combat d'aviation quoi. Afterburner. Non. Un peu dans ce genre-là et tout ça. C'était un des jeux de lancement de la Xbox Series X, qui arrive rapidement dans le Game Pass, qui est disponible aussi sur PC dans le cloud. Mais voilà, c'était un des jeux un peu exclusifs repérés par Microsoft. Donc je voulais le mentionner. Et puis après, dans les jeux qui sortent, il n'y a pas des grosses choses. C'est pas non plus la grosse déconfiture pour ce mois-ci pour le Game Pass. Il y a 2 blobs, Ninja Gaiden 2, World of Horror et Shadow of the Damned qui sortent du Game Pass ce mois-ci. C'est pas des gros jeux. Tant pis. Donc c'est pas non plus ultra grave. Voilà, un mois de février plutôt tranquille sur le Game Pass. Allez, on continue avec une info rapide. On parlait de Game Pass, le Game Pass et surtout le xCloud, le fait de pouvoir streamer ses jeux depuis les serveurs de chez Microsoft. On a appris que ça arrivait bientôt sur PC, donc avant l'été normalement, et des rumeurs parlent en toute logique d'arrivée du xCloud sur les consoles Xbox One, Cassim, mais on en parlait avant de débuter l'émission, tu me disais attention, pour l'instant ce ne sont que des rumeurs, il n'y a rien de sûr. C'est pas été annoncé par Microsoft, mais ça semble plutôt quand même réaliste. Bah c'est ça, c'est-à-dire que ça n'a pas été annoncé par Microsoft. C'est simplement que Microsoft Flight Simulator est toujours prévu a priori pour sortir cette année sur Xbox Series X et Series S, mais à l'origine il était aussi annoncé pour Xbox One. Ah oui. Et les développeurs ont répondu en gros qu'ils avaient des idées et des plans pour peut-être le proposer d'une façon ou d'une autre sur Xbox One. Et de là est née en fait l'hypothèse que tout simplement Microsoft allait peut-être
le proposer via le cloud sur ces consoles-là. Et d'une manière générale, aller proposer xCloud sur Xbox One. Il n'y a pas de source fiable pour dire exactement que ça va arriver. Ça reste pourtant plutôt crédible, ou en tout cas, ce serait bien vu de la part de Microsoft de le proposer, puisque à partir du moment où tu peux le faire sur les applications mobiles, tu peux le faire sur télé, tu peux le faire sur PC, il n'y a pas de raison qu'une Xbox One puisse pas intégrer une application qui se contente juste de streamer. C'est juste recevoir un flux vidéo et envoyer un signal de manette. La manette, elle est parfaitement compatible avec la console, évidemment. Donc il n'y a pas de raison, je vois pas de raison technique qui empêcherait Microsoft en fait de proposer ça. Là, pour moi, la seule raison qui ferait pas ça, c'est simplement de vouloir soit vendre des Xbox Series, de migrer les gens vers le nouveau parc, pour éviter de compliquer la vie des gens, pour dire parce que les gens pourraient être confus par une situation où ah oui, non mais ce jeu il est disponible que par le cloud alors que j'ai une console de jeu, mais pourquoi, je ne comprends pas, etc. Et est-ce que je dois y jouer en version cloud ou en version locale, je ne comprends pas les différences. Et par peur de tout ça, Microsoft se dirait non, on va garder les choses simples, console locale, streaming sur les autres plateformes. Pour moi c'est les deux éventualités qui seraient des arguments contre cette situation. Mais je sais pas, je suis pas forcément ultra convaincu par mes propres arguments, c'était juste pour les évoquer, quoi. D'accord. Ok, mais bon, tu disais ça, mais de toute façon, si tu penses que Microsoft veut qu'on achète les consoles, moi je pense que c'est mort. D'après ce qu'on sait, pas de console, en tout cas de Series X, d'ici le mois de juin, donc on est juste début février. Ça veut dire 4 à 5 mois sans pouvoir acheter de Xbox Series X. C'est super long quand même. C'est une pénurie, tu penses, qui a été un peu prévue par Microsoft, ou le Covid a eu quand même raison des circuits de fabrication de ces consoles? Ou elle a du trop de succès peut-être? Alors il y a un peu de tout ça, mais non, malheureusement ça n'a pas du tout... Alors je peux pas dire que ça n'a pas du tout été prévu par Microsoft, parce qu'ils ont fait le choix stratégique de commencer leur production en retard par rapport à PlayStation pour avoir des composants plus avancés d'après eux, plus performants sur le long terme. Donc forcément ils en ont produit moins par exemple que PlayStation. Toute proportion gardée, PlayStation et Xbox subissent des énormes pénuries de consoles. Oui. Au sens large, c'est AMD qui est le fournisseur des puces qui n'arrive pas à produire suffisamment pour tout le marché. Il y a des pénuries de cartes graphiques, il y a des pénuries de processeurs, tout le monde est touché. Et en plus, ça va pas aller en s'améliorant parce que autant AMD essaie de débloquer des moyens de produire supplémentaires, autant maintenant c'est la mémoire graphique qui commence à être en pénurie et les prix vont augmenter à partir de février. Donc les prix des cartes graphiques par exemple vont encore augmenter là à partir de ce mois-ci. Comme s'ils étaient pas assez hauts. Enfin. Du coup voilà, donc il y a évidemment du coup la pression sur la production est maximale. Le Covid aide pas à la logistique quand il y a des produits quand la production arrive à son terme. Et la demande est au plus haut. C'est là aussi où je disais qu'il y avait un peu de tout ça, c'est que elle se vend comme des petits-pains, que ce soit la Xbox ou la PlayStation 5. Ils vendent tout leur stock. Microsoft a réussi à tout vendre. Pareil pour Sony avec la PlayStation 5. Sony a vendu 4,5 millions de PlayStation 5 en novembre et décembre. Microsoft, alors ils donnent pas les chiffres eux, et on va y revenir plus tard, mais d'après un analyste assez sérieux du milieu, ils en ont vendu à peu près 1 million de moins, donc environ 3,5 millions. Ce qui est loin d'être ridicule. Ce qui est un meilleur lancement que la Xbox One en son temps. Mais la Xbox One, là où toute la différence, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, donc Microsoft en avait vendu que 3 millions sur la même période. Là, ils en ont vendu 3 millions, à peu près 3 500 000. Donc un peu mieux. Mais à l'époque, ils avaient réussi à en produire 5 millions, donc ils avaient du stock. Alors que là, Microsoft vend tout son stock, donc ça veut dire que s'ils avaient pu en produire plus... Ils auraient pu en vendre plus. Exactement, ils en auraient probablement vendu plus. Donc c'est un peu tout l'enjeu pour Microsoft et AMD. AMD a prévenu que ça se réparerait que au mieux à l'été en termes de capacité de production. Fichtre. Faut savoir que... alors déjà, c'est des prévisions, espérons que ça se concrétise. Et puis derrière, le problème, c'est que là, on parle de simplement rattraper la demande de ces 6 premiers mois. Oui. Mais à partir de cet été, on va arriver dans la période de fin d'année où les ventes sont plus fortes, traditionnellement, puisqu'on va commencer à partir du moment où tu rentres dans la fin de l'année, tu prépares Noël, etc. Et c'est le moment où les ventes sont traditionnellement plus fortes. Et donc, il va y avoir plus de demandes. Et donc, il va falloir réussir à jongler entre
suivre la demande de début d'année et en même temps la nouvelle demande de fin d'année, quoi. Donc ça risque d'être compliqué, je pense, jusqu'en 2022 en vrai. C'est ça, donc les gens qui voulaient acheter leur console à crédit avec le Xbox All Access, c'est dommage, mais ça va pas être encore pour tout de suite. Et la Fnac, par exemple, aujourd'hui, la Fnac le proposait dans certains magasins, parce que quand ils ont des réassorts, ils arrivent à le proposer, mais ça se joue à quelques exemplaires. Oui. Faut être réactif, en plus, bref. Peut-être des listes d'attente sur lesquelles tu peux t'inscrire. Ça dépend des magasins. Des magasins font des listes d'attente, d'autres non. Des magasins font des listes d'attente, puis finalement, on te livre jamais ta console. Bon, ça, c'est un autre problème. Oui. Voilà. Non, mais donc voilà. Bon, c'est une situation complexe pour tout le monde. C'est clair. Les deux sont en pénurie, même la série S? Non, pas la série S. La série S, il reste du stock. C'est pas le même processeur au final? Ça dépend des magasins, mais oui. Ouais, mais si tu cherches, tu peux en trouver quand même assez facilement. Oui, tu peux plus facilement en trouver, c'est sûr. Bon, enfin tout ça, Cassim, pour dire que Microsoft donc a quand même réussi un gros coup sur ses ventes de Xbox Series X et Series S, et ça nous amène directement sur la deuxième partie, la partie des gros sous. Alors pour cette partie, alors non, c'est la partie finance, pas les gros sous, mais bon, on va quand même parler de très gros sous, Cassim. Microsoft a annoncé la semaine dernière, ou cette semaine, je ne sais plus, ses résultats financiers pour le trimestre qui arrive, et je crois que ça dépasse tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, parce qu'on était habitué à des bénéfices nets de l'ordre de 4, 5, 6 milliards de dollars. Là, on a triplé les bénéfices, c'est quand même un truc de malade, de grand malade. Alors je te laisse la même pour nous parler de tout ça, mais même le jeu vidéo a rapporté des millions. Des milliards, oui, pardon. en fait, il faut comprendre que 2020, ça a été une année record pour le jeu vidéo et une année record pour la tech et pour les ordinateurs, l'informatique grand public et les services entreprises. Quelle boîte fait des services pour entreprises, des ordinateurs et du jeu vidéo? Voilà, Microsoft. Voilà, donc forcément, ça allait bien marcher pour Microsoft. Ils ont fait quand même 15,5 milliards de dollars de bénéfices sur ce dernier trimestre. Donc alors c'est le trimestre qui couvre octobre, novembre et décembre. C'est un truc de malade. 2020. Donc forcément, comme je disais à l'instant, c'est le plus gros trimestre c'est les fêtes. C'est les fêtes de fin d'année, tout le monde dépense et tout ça. Ouais, mais le grand public n'est plus ce qui rapporte le plus à Microsoft. Enfin, je sais pas si ça a déjà été le truc qui rapportait le plus à Microsoft, mais le grand public n'est plus, au niveau hardware en tout cas, ce qui représente beaucoup pour le coup, le chiffre d'affaires sur ce trimestre-là, le secteur le plus fort, c'est le grand public pour Microsoft. Oui, mais pas le hardware. L'entreprise. Alors ça englobe tout ce qui est more personal computing, donc ça englobe Office, Windows, le hardware, le jeu vidéo, etc. Oui, et bien sûr, Surface, c'est pas le truc. Je le mets pas dans le grand public, Surface, finalement. Mais tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui se vend aux particuliers. Et ce qui a le plus rapporté à Microsoft sur ce trimestre, faut quand même noter que Microsoft est quand même toujours une société, je crois qu'on le dit pas assez, je trouve, dans les analyses, parfaitement équilibrée, c'est-à-dire que ils ont eu 14 milliards de chiffre d'affaires dans le cloud, 14 milliards dans le service aux entreprises et 15 milliards dans le more personal computing, donc les particuliers et le grand public, quoi. Donc c'est très strictement très bien réparti à 30% chacun, quoi, en gros, à peu de choses près. Donc ils n'ont pas du tout tous leurs œufs dans le même panier, quoi, on va dire. Donc c'est plutôt bien vu. Passons rapidement donc sur tout ce qui est cloud et tout ça qui nous intéresse forcément un peu moins chez nous, même si voilà, ils font tout. Ça marche très bien pour eux, voilà. Voilà, c'est bon, c'est fait. Hop, deuxième branche. Le plus intéressant, c'est vraiment la branche gaming, puisque historiquement, c'était un peu le parent pauvre de Microsoft qui galérait. Là, c'est le meilleur trimestre ever pour la branche gaming. Et c'est le secteur que Microsoft a pointé pour expliquer ses très bons résultats. Donc, signe que vraiment, il y a vraiment eu, ça a été vraiment un excellent trimestre pour Xbox. Ils ont fait 5 milliards de chiffre d'affaires simplement sur le gaming. Ce qui est une hausse de 50% quand même. C'est fou. Il y a eu une hausse du vente de matériel évidemment de 86% puisque c'est les mois de lancement des Xbox Series, donc effectivement forcément tu as un effet de levier incroyable où tu passes des mois où plus aucune Xbox One se vendait au mois de lancement de la Xbox Series, donc tu as forcément un gros effet.
Et puis tu as quand même une hausse des ventes d'abonnements aussi et de jeux qui est de 40%, donc là aussi c'est pas rien du tout. Donc tout ça a été extrêmement positif pour Microsoft et pour Xbox. Évidemment, ça peut que encourager Microsoft à continuer à investir dans le gaming en fait. Et acheter des studios par exemple. Et à acheter des studios. Et ils en ont profité pour annoncer quand même qu'ils avaient 18 millions d'abonnés désormais au Xbox Game Pass. Ce qui fait 3 millions de plus qu'en septembre. C'est là de mon côté, je trouve ça un peu décevant. Oui. Dans la mesure où en fait maintenant ça va faire 1 an à peu près qu'ils gagnent en gros 1 million d'abonnés par mois, 3 millions par trimestre, 1 million par mois. Ouais. Donc c'est très bien de gagner 1 million par mois en général, il n'y a pas de souci bien sûr sur ça. C'est simplement le fait que la période de fin d'année était propice à une explosion du nombre d'abonnements, puisqu'ils ont fait des offres où tu payais 1 euro pour t'abonner à 3 mois. Il y a eu les Xbox Series qui sont sortis, il y a eu l'abonnement EA Play qui a été intégré. Tout ça contribue normalement à ce que les gens s'abonnent. Et pourtant, la croissance est restée la même que sur les trimestres précédents où il ne se passait pas grand-chose. Donc... Ouais. Après, on peut aussi comprendre que ce sont des gens qui avaient déjà le Xbox Game Pass qui ont acheté les nouvelles consoles, par exemple. Donc ça s'est pas vu au niveau de l'ajout des comptes Game Pass. C'est ce qu'on peut se dire, effectivement. Par exemple. C'est ce qu'on peut se dire. Mais du coup, voilà, je trouve que l'un dans l'autre, il y a peut-être un peu de déception dans ce très bon chiffre au demeurant, qui reste très bon. Puis ça veut dire qu'ils ont quand même 18 millions, enfin sur 18 millions d'abonnements. Même si, admettons, par exemple, on comptait 1 million d'offres d'essai qui se désinscriraient au bout d'un mois, et c'est évidemment beaucoup moins, ça veut dire quand même qu'il y a 17 millions, par exemple, qui paieraient environ entre 10 et 13 euros par mois pour leur abonnement au Xbox Game Pass. Donc ça veut dire 170 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois en abonnement, quoi. Au bas mot. Au bas mot. Ouais, ok. Donc pour la branche jeu, tout se passe bien. Puis la branche grand public informatique, pense que c'est pas forcément la peine de s'y attarder plus que ça. Juste pour redire qu'elle se porte magnifiquement. Oui, c'est ça. Je voulais pas trop insister longtemps dessus, mais oui, en fait, les ventes de PC ont décollé sur toute l'année 2020, donc forcément, Windows se porte beaucoup mieux. Ce qui est probablement la raison pour laquelle Microsoft, c'est la raison pour laquelle dans les autres épisodes on parle de Windows 10 et de Windows 10 X, c'est parce que Microsoft a décidé de réinvestir dans son OS puisque les PC se revendent. Oui. On va voir s'ils réussissent à faire quelque chose de correct avec ce Windows 10 X. Bon, allez, Cassim, on referme le porte-monnaie, enfin celui de Microsoft, et on passe à l'écosystème Windows. Alors, avec une première nouvelle qui est toujours en lien avec cette histoire un petit peu de porte-monnaie, de confinement et d'utilisation de notre matériel à des fins professionnelles, Microsoft a communiqué notamment aujourd'hui sur un nouvel outil. Alors, c'est quoi, on va dire un outil, un dispositif? Enfin, on redira ça juste après. C'est Microsoft Viva et qui va permettre un petit peu de prendre soin des gens qui sont en télétravail, si je résume simplement. Exactement, alors c'est un peu compliqué à expliquer, moi-même je suis pas sûr de parfaitement comprendre exactement tout ce que Microsoft a annoncé parce que c'est ce genre de nouveaux produits qui sont un peu, je pense qu'ils sont un peu particuliers, un peu nouveaux et qu'il faut avoir pris en main pour vraiment comprendre. On demandera à Florian son analyse tout à l'heure. Mais en gros, le point de départ est assez simple. D'après Microsoft et en particulier Satya Nadella, le monde de demain sera beaucoup plus tourné vers le télétravail. On ne reviendra pas en arrière, même le jour où on aura vaincu le Covid. On ne reviendra pas totalement à ce qu'on connaissait avant. On aura toujours une part énorme de télétravail. Donc il faut qu'on... Je pense qu'il n'a pas tort sur le fait qu'il y a eu une accélération. Le monde allait déjà vers plus de télétravail d'une manière générale avant, je pense, avec l'augmentation des connexions à domicile de bonne qualité, etc. Globalement, on allait dans ce sens-là, ou en tout cas on imaginait aller dans ce sens-là. Je pense que forcément ça a aidé et que du coup je pense qu'il y a effectivement des entreprises qui resteront un peu à mi-chemin. Il y aura plus de... On refera plus de vie en entreprise, mais il y aura quand même, je pense qu'il y aura effectivement plus de travail après le Covid qu'avant le Covid. D'accord. Je sais pas...
Non, parce que moi j'avais des exemples d'entreprises qui font tout pour freiner le télétravail, bizarrement ces temps-ci. Mais bon, c'est encore un autre problème. Oui, ça évidemment, ça arrive, mais bon. Tout à fait. En tout cas, Microsoft est parti de ce constat pour créer Viva, qui est donc une nouvelle branche, on peut dire, de Microsoft 365. Vraiment, c'est un nouveau service au même titre que Office, Teams ou Dynamics ou ce genre de choses. Et ça se veut aider le bien-être pour l'employé, le salaire, pour le salariat, le salarié, le bien-être au quotidien dans le cadre du télétravail. Donc par exemple, ça va l'inviter à faire des pauses régulièrement, ça va essayer de lui demander aussi comment il se sent de façon totalement privée. Ça va l'encourager aussi à reprendre des habitudes qu'il avait peut-être avant le télétravail, c'est-à-dire quand tu prenais les transports en commun et que tu avais un break entre ta vie de travail et ta vie personnelle. Oui. Ce qui te permettait, par exemple, eux ils citent 3 exemples de réfléchir à des événements, de entre guillemets méditer, c'est-à-dire de faire le vide un peu, et puis même de réfléchir, alors ça c'est pour les plus Startup Nation de l'amour, c'est réfléchir aux tâches qui te restent à faire dans ta to-do list et faire le tri un peu dans tes mails et ce genre de choses. Tout ça c'est des choses que des fois les gens s'accordaient dans les transports en commun, et aujourd'hui forcément les transports en commun ont disparu à partir du moment où tu télétravailles toute la journée. Donc c'est des moments qui pouvaient être importants psychologiquement ou socialement ou pour ton bien-être en général. Et tout ça, voilà, ils essayent c'est un service qui essaye de donner des clés, en tout cas, pour aider à faire ça, même si, évidemment, je pense qu'on pourrait très bien s'en passer. Je pense que c'est aussi intéressant Alors, on n'a pas besoin d'un outil pour nous dire de prendre des pauses, en théorie, mais en même temps, le fait est que je pense que toutes les entreprises, et surtout le télétravail étant arrivé si subitement, sans forcément trop de préparation, d'anticipation. De préparation et d'entraînement, enfin de formation, voilà, au principe du télétravail, je suis pas sûr que on ait tous ces bons réflexes. C'est pas forcément des choses que instinctivement tu te dis de prendre souvent des pauses, etc. Tu penses pas forcément aux effets du télétravail, de travailler chez toi. Dans ta tête, tu te dis je vais travailler chez moi, ça va être très cool et tout, et en fait, il y a forcément des points négatifs. Donc ça peut être aussi intéressant, je trouve, d'avoir un outil externe qui essaie de te donner des clés pour aller mieux, quoi. Ok. Bon, on verra bien ce que ça donne à l'usage. Après, donc ça sera... Toi, t'es chaud ou... Mais écoute, moi je pense que je vais peut-être goûter au télétravail l'an prochain, donc je te dirai ça plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas encore de connaissance du télétravail, je n'ai qu'une expérience très partielle et biaisée, donc je vais pas trop me prononcer. Mais l'idée de Microsoft, après, peut être intéressante, mais j'arrive pas encore à savoir si c'est un outil qui est plutôt positif pour le patron, si c'est positif plutôt pour l'employé, ou si c'est positif pour tout le monde, si tout le monde s'y retrouve, voilà. Je pense qu'il faut l'essayer pour arriver à s'en faire une idée, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est vraiment un nouvel outil comme ça, indépendant d'Office et tout ça. Enfin, c'est un peu, même si ça s'intègre à Teams et à d'autres choses. Oui, ça va quand même marcher autour de Teams, hein. A priori des modules, ouais. Mais c'est quand même, c'est un nouveau, enfin voilà, donc c'est un peu difficile de lui voir si c'est quelque chose de long terme ou pas, de voir comment ça va marcher. Bah écoute, on verra, voir si c'est quelque chose qui est utilisé par les entreprises, qui utilisaient déjà Microsoft 365. Florian, un retour sur cet outil ? T'es intéressé toi ou pas du tout dans ton cadre du boulot ? Ça a fait un peu SharePoint++ aussi sur certains points, mais ça peut être pas mal. Parce que je lisais dans leur doc, ils disaient que les gens ils perdent beaucoup de semaines à recréer et à chercher de l'information qui existe déjà, et ça c'est vrai. Souvent t'es là en mode il est où le document qui disait ça ou je sais pas quoi, un document que tu joues toutes les semaines, des fois tu n'as pas le bon lien, des trucs comme ça, c'est pas la bonne version, et donc il y a de quoi pour l'intelligence artificielle aussi, pour améliorer un peu ça, genre quelque chose d'assez intelligent qui sait que toutes les semaines tu ouvres le même dossier à la même heure et donc il te le met en première page, tu vois, au bon moment, tu vois, c'est... Ouais, ou qui va te chercher à chaque fois les données à jour par rapport à ce que tu travailles d'habitude. Il y a de quoi faire là-dessus, clairement, parce que moi je dis clairement, les docs et les Excel,
il y en a dans tous les coins au boulot, et je veux dire, il y en a un pour les congés, il y en a un pour suivre les projets, il y en a un pour faire ça, tu sais, au final, il y en a dans tous les coins, et t'es un peu paumé à force, hein. Donc, peut-être que là-dessus, il pourrait aussi travailler sur là-dessus, ça pourrait être assez intéressant au niveau pour améliorer un peu la gestion de toutes ces données qui sont perdues dans les dossiers un peu partout. Mais ils en avaient déjà parlé, ils voulaient faire ça avec Teams un peu déjà de mémoire, hein. L'année dernière, ils avaient déjà dit quelque chose là-dessus de mémoire. Il me semble. Mais après, avec Teams, tu peux intégrer tellement d'outils dedans que certainement tu as des outils qui sont capables d'aller piocher comme ça les informations dont tu peux avoir besoin régulièrement. Enfin bref, après le reste, honnêtement, méditation, tout ça, ça m'a l'air un peu, ça fait très je trouve que ça fait très pub truc américain, se sentir bien. Oui, mais si ça t'oblige aussi à un moment à couper, à prendre soin de toi, tu peux être aussi plus performant dans le boulot derrière. Oui, non, d'accord, mais c'est juste que ça fait très un peu. Oui, après bon, ça fait très culture américaine. Ça fait très marketing. Et voilà, quoi. Oui, voilà, marketing. Bon, allez, on va laisser Viva de côté, Viva. Et on enchaîne alors avec une petite information, moi qui me peinerait presque, mais on va en parler ensemble. Your Phone, vous savez, c'est le petit outil qui permet de lier votre smartphone sous Android, notamment avec votre PC. Et Your Phone va maintenant être capable de faire tourner plusieurs applications en même temps à l'écran. Mais bien sûr, pour faire tourner une application, il faut avoir un smartphone Android, Android, mais un smartphone Samsung. Et moi, ce qui n'est pas mon cas et ce qui m'embête, parce que je ferais bien tourner des fois des applications de mon smartphone sur ma machine, sur mon PC. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage que pour l'instant, seul Samsung soit le fabricant qui permette ça. Et j'aimerais peut-être avoir un petit peu vos avis sur qu'est-ce qui explique le fait que Samsung ait ces possibilités-là et que les autres fabricants n'aient pas cette possibilité-là. Voilà. Alors, je sais pas si l'un d'entre vous veut commencer à se lancer là. Peut-être Florian, t'as pas beaucoup parlé encore. Ouais, c'est vrai, c'est pas mon épisode. Hein. Non, c'est pas ton épisode, allez, vas-y. Non, bah... Il y a plusieurs choses. Hein. Je pense clairement que Samsung modifie beaucoup sa ROM Android pour intégrer des services Microsoft. Ça va bien au-delà de l'intégration Your Phone. Par exemple, sur un téléphone Samsung, par défaut, il va trouver les appareils en Miracast sous Windows, tandis que sous Android classique, il va trouver tout chez Chromecast. Tu vois. Donc, ils ont intégré beaucoup de services plus proches de Microsoft que les ROM classiques. Et de la même façon, le Your Phone de Samsung, c'est pas le Your Phone des autres. C'est un Your Phone qui est déjà pré-intégré dans le système et qui se met à jour via le Galaxy Store. Donc, c'est pas le Your Phone que tu as sur un Android classique. Donc, on peut imaginer que Samsung a quand même ajouté pas mal d'améliorations et de customisation pour permettre d'avoir des fonctionnalités plus avancées. Après, est-ce que c'est vraiment impossible sur les autres téléphones ? Moi, je dirais que non, parce qu'Android, c'est quand même assez ouvert. Donc, je pense que si vous voulez vraiment, ils pourraient faire plus que ce qu'ils font actuellement. Un truc, par exemple, c'est que le partage du copier-coller est disponible plus sur les Samsung. Ça, clairement, moi, je suis quasiment sûr qu'ils pourraient le faire sur tous s'ils poussaient un peu. Donc je pense qu'il y a il y a un peu les deux. Il y a un peu de Samsung met du sien et fait des ROM plus adaptés au service Microsoft, mais aussi que Microsoft a un accord avec Samsung qui leur donne un peu plus de choses que les autres. D'ailleurs, on voit, ils ont fait une vidéo de présentation de nouvelles fonctionnalités. On voit bien, c'est du Samsung dans tous les coins. Ils mettent un Galaxy, ils montrent le Galaxy sur le truc, ils mettent un même thème sur le PC Windows qui est à côté que sur le Galaxy qui est sur le bureau. Bref, c'est dur Samsung quasiment, c'est plus dur fun à ce niveau-là. Ouais, c'est ouais. un peu... Cassim, toi, est-ce que tu as d'autres explications ou est-ce que tu confirmes ce que disait Florian ? Je serais pas aussi sûr que Florian sur le côté que ce soit vraiment faisable parce qu'Android est peut-être plus si ouvert qu'il l'était autrefois. J'ai dit par exemple le copier-coller. Qui est réservé à Samsung. C'est possible. Mais en tout cas, oui, clairement, il y a un partenariat qui est fort entre Samsung et Microsoft. Par exemple, je sais qu'il y a eu une mise à jour de OneDrive cette semaine qui rajoute des choses pour les smartphones spécifiquement Samsung. Il y a un support des images animées prises par les téléphones Samsung, etc. Donc Microsoft et Samsung travaillent vraiment ensemble sur l'écosystème, on va dire Android Windows. Je sais que xCloud, par exemple, la version Samsung est la seule à intégrer les paiements in-app dans les jeux pour la version Samsung. Donc il y a quand même un vrai gros partenariat entre les deux. J'aimerais bien que ce soit un peu plus généralisé. Et si Google se décidait à enterrer l'âge de guerre et à signer d'eux-mêmes un truc qui serait au niveau d'Android, un partenariat pour s'incruster dans Windows 10.
Ah là là, oui, ça serait une bonne idée. Mais tu penses que Google en est prêt? On a des signes d'ouverture à ce niveau-là ou pas du tout? Ils donnent plus, j'ai l'impression qu'ils donnent moins de signes de velléité qu'avant, de guerre qui fut un temps. De là à avoir des signes d'ouverture, je sais pas trop. Windows a clairement des signes d'ouverture avec les autres, mais par contre, Google, je suis moins convaincu. Ouais. Parce que de toute façon, maintenant, Microsoft et Google ne sont plus forcément en opposition sur autant de sujets. En tout cas, au niveau du hardware, bon, ben, les PC, ça reste quand même... Hein. Windows 10 X et les Chromebooks, là, ouais. T'es sûr vraiment qu'on va aller jusque-là avec les Windows 10 X? C'est un peu la même cible, hein, je trouve. Enfin, je sais pas ce que oui, clairement. Windows 10 X est créé pour faire du mal à Chrome, en gros, pour être concurrent avec les Chromebooks. Et Google mise énormément sur sa connexion, en termes de connexion smartphone-PC, il mise énormément sur la connexion entre les smartphones Android et les Chromebooks. Cela dit, j'aimerais bien qu'un jour Google se pose et se dise, comme Microsoft s'est posé à un moment et s'est dit, est-ce que finalement Office sur iPad, ça aurait pas beaucoup de sens quand même de le proposer? Et ils ont dit, oui, en fait c'est une évidence et ils sont allés. Est-ce que Google pourrait pas se poser 2 secondes et se dire, attends, quand même, Windows, c'est quand même le gros du marché. Est-ce qu'on pourrait pas se poser 2 secondes et faire des ponts logiques entre nous, qui sommes le gros du marché sur smartphone, et eux, qui sont le gros du marché sur PC? Voilà, enfin, je trouve que ça aurait un certain sens, mais bon. C'est la Google. Ça serait une logique. Oui. Bah, surtout que nous, ici en Europe, je sais pas, mais des Chromebooks, moi, j'en ai encore jamais vu jusqu'à présent. J'en vois un peu sur les sites marchands, mais... T'en as vu, toi? Pas. À part pour les tests que vous faites? Non, voilà. Florian? Oui, je disais non, j'ai jamais vu un Chromebook de ma vie, je suis désolé. Mais voilà. Je ne sais pas. Ça existe dans les films, ces trucs-là. Mais aux États-Unis, si, il y en a, je sais qu'en éducation, il y a des écoles qui sont dotées de Chromebooks. Enfin, je me dis, ils doivent avoir des super connexions, ils sont pas comme nous en France, mais... Oui. Juste un truc, les nouveaux types d'applications de Google, là, ils avancent un petit peu en Microsoft quand même, parce qu'ils ont annoncé un support Windows natif là, pour les... Je sais plus comment ça s'appelle, leurs nouvelles apps, là... Mais pour l'instant, il n'y avait pas de version native pour Windows. On sait qu'ils avaient travaillé avec Microsoft, et qu'ils allaient faire ça. Donc il y a quelques petits points. Et puis il y a aussi eu le Chromium, où il y a quand même eu... ils acceptent quelques commits de chez Microsoft dans les versions standards de Chrome. Ouais, mais parce que ça les arrange. Oui, je sais, mais on a vu aussi l'intégration de Office avec Google Doc, avec Google Cloud qui s'améliore un petit peu. Il y a quand même quelques petits points positifs par rapport à quelques années. Hein. Je pense qu'il y a... Peut-être, voilà. Non, mais voilà, peut-être que c'est le début. C'est le début. Ok. Bon, mais je vous propose de peut-être, si on veut avoir des informations pour l'ambiance entre Microsoft et Google, peut-être qu'on en entendra parler dans des mini-conférences données par Microsoft. On sait que Microsoft va maintenant communiquer plus régulièrement via des mini-conférences. Alors, bien sûr, ça va pas prendre en compte tout ce qui est la build, Ignite, ce genre de très grosses conférences, enfin même de séries de conférences. Mais on a eu la première, d'ailleurs, c'était aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, qui nous a parlé de Viva, d'ailleurs, Cassim. C'est ça, donc on en a parlé tout à l'heure de Viva, mais Microsoft, en fait, et c'est toujours, j'ai l'impression que c'est toujours leur réflexion un peu sur la façon dont le Covid a influencé le monde. Une des façons dont il a influencé le monde, c'est le fait qu'on a moins la place pour justement les grosses conférences, même si elles auront toujours lieu, et plus la place pour peut-être des événements en ligne, moins gros budget de production, plus on va à l'essentiel. Et visiblement, c'est ce que veut faire Microsoft cette année. Donc, comme tu l'as dit, il y a la build et tout qui continue. Mais on aura chaque mois, à peu près, des événements et qui se focaliseront beaucoup plus précisément sur un produit, une technologie, quelque chose de plus précis. Par exemple, ou une division de Microsoft. Donc là, ce mois-ci, c'était plus l'expérience employée, salariée, donc c'est Microsoft 365, quoi. Mais a priori, il y aura un événement de ce genre-là, un autre mois, peut-être le mois prochain, je ne sais pas, pour Windows 10 X. Et il y en aura a priori au moins un autre pour la mise à jour Sun Valley de Windows 10, donc la refonte graphique. Et au moins un autre qui nous intéressera à nous pour le Xbox et le travail sur xCloud. Alors est-ce que ce sera le même événement, est-ce que ça coïncidera avec ce qu'ils faisaient d'habitude en marge de l'E3 en juin, qui était leur grosse conférence annuelle, ou est-ce que ce sera en supplément de cette conférence-là? Ça reste à préciser, mais voilà, il devrait y avoir un événement gaming, un événement Windows, voire 2 événements Windows, des petits événements comme ça tout au long de l'année.
D'accord. C'est quelque chose de plutôt sympa en ce moment pour. En plus, ça leur permet de garder un petit peu la main sur l'actualité pour qu'on parle d'eux régulièrement, qu'on revienne sur les sujets Microsoft. Ouais, je suis d'accord. Et une dernière petite info, alors une info plutôt une petite astuce. Alors je sais plus si on en a parlé ici dans Lifetile ou si on en a parlé sur le Slack de Lifetile. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre, hein. Un petit mail à contact@lifetile.fr. On a parlé de la fermeture du service Office Lens, notamment sur les appareils Microsoft. Et vous avez par contre la possibilité soit de retrouver sur les appareils Android les fonctions de Lens dans l'application Office. Donc l'application Office qui intègre Word, Excel, PowerPoint, donc Lens, c'est à peu près tout, je crois que je dis pas de bêtises. Et on a aussi l'application Microsoft Lens maintenant qui est sortie, donc qui reprend ce que faisait déjà Lens et qui rajoute l'OCR. Donc l'OCR, c'est la reconnaissance optique de caractère. Et dans les démos, ça marche pas mal. Même un texte tapé écrit à la main en script était lu par l'OCR et donc transformé en texte numérique. Ce qui est quand même vachement pratique pour certaines actions. Donc si on peut faire ça avec son téléphone, c'est quand même pas mal. Ce qui m'étonne depuis toujours, c'est que ça fait 10 ans que Microsoft avait de l'OCR super puissant, mais c'était seulement sur OneDrive. C'est-à-dire que si tu plaçais un fichier sur OneDrive... Et sur OneNote aussi. Ah oui, t'as ça sur OneNote aussi. Oui, et je veux dire, sur si le tu OneNote plaçais de un fichier bureau. sur OneDrive, dans les métadatas, en allant dans les propriétés, tu voyais tous l'OCR qui avait détecté, tu pouvais copier-coller. Mais c'était genre une fonction que je trouvais un peu stupide, car elle était très cachée. Tu pouvais pas la voir si tu utilisais OneDrive depuis Windows, tu prenais depuis ton appareil. Ça aurait dû être visible depuis bien longtemps, parce que c'était assez puissant, et je pense que quasi personne savait que ça existait. Mais dans OneNote version de bureau, si tu mets une image, que tu fais un clic droit sur cette image et qu'elle contient du texte, tu peux copier le texte qui est sur l'image. Et ça se fait en un clic. Super pratique. Voilà. Donc n'hésitez pas, je pense que l'application est gratuite, Microsoft Lens, vu que la précédente l'était, que l'application Office est également gratuite. Voilà. Alors Cassim, oui, je voulais te demander, on se retrouve dans une semaine ou dans 2 ? Peut-être 2 semaines, ça sera plus sûr. Ça dépendra de l'actualité, on ne sait pas, on ne sait plus. Mais oui, dans 2 semaines probablement. D'accord, bon, mais dans 2 semaines probablement. Donc Cassim, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir pu nous expliquer tout un tas de choses plus intéressantes les unes que les autres. Florian, merci d'avoir été là et d'avoir supporté tout ce gros sujet Xbox. Ouais, trop des Je Xbox sais que c'est toujours une souffrance pour toi, mais tu fais ça avec tellement de sérieux et d'application. Tiens, d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a le GoldenEye pour Xbox Live Arcade qui a leaké aujourd'hui ? Oui. Non, moi j'ai pas vu. Mais pour rassurer Florian et tous nos auditeurs et auditrices, on parlera bientôt de Windows, je pense, puisque a priori on va avoir droit à plein de builds super géniales et plein de nouveautés, de grosses nouveautés pour le coup cette année sur Windows 10. Donc, alors on a dit qu'on ne parlait plus des petites nouveautés des builds, seulement les très grosses. Non, les grosses nouveautés. Non mais voilà, c'est bien pour ça que j'en parle. Bon, on se retrouve donc dans 15 jours pour un épisode 201. D'ici là, n'hésitez pas à partager la sortie de cet épisode. Et puis faites-nous vos retours soit sur le Twitter de Lifetile, donc @LifetilePodcast, ou bien sur le site lifetile.fr ou encore sur la page YouTube de Lifetile où l'épisode sera disponible. Alors avec une vidéo générée juste pour avoir un petit fond. D'ici là, merci Florian, merci Cassim. Portez-vous bien, portez-vous tous bien. Et on se retrouve dans 15 jours. Ciao! Salut. Ciao.